Salut les amis, c'est Price. Bienvenue à tous dans le nouveau podcast Price Pokémon, la saison 3, l'épisode 15. Installez-vous bien, mettez-vous à l'aise. On est reparti pour une vraie bonne heure de podcast, de débrief, d'actualité, de sujets divers et variés, avec toujours un regard acéré et un avis qui diffère de ce que vous pouvez entendre et voir d'habitude. Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne de Price Pokémon et j'ai hâte de vous retrouver comme chaque lundi pour ce podcast, l'épisode 15. Et la semaine dernière, c'était l'épisode 14. J'ai failli faire un coup de maître, un foreshadowing incroyable avec l'épisode 14 pour le 14 février, une année de plus pour Tonton Price. Mais les années, nous, c'est de l'eau, donc on a failli faire une belle masterclass avec le 14e épisode, mais non, on est au 15e. Encore une fois, je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. On est sur une vraie dynamique de croissance, que ce soit au niveau des podcasts sur YouTube, que ce soit au niveau des podcasts sur Spotify. Moi, j'avais envie déjà de vous remercier, comme à chaque fois en préambule. C'est un réel plaisir de faire ce podcast avec vous. Je suis bien installé. J'ai vu sur la nature. Je suis dans un cadre qui est propice à l'inspiration et à un débit de parole posé, mais somme toute soutenu, sans trop de E et autres onomatopées. Et puis surtout, pour essayer de vous faire quelque chose de qualitatif, comme à chaque fois. Donc vraiment, comme diraient les Américains, blessed par ce qui se passe ces derniers temps. Et je suis toujours incroyablement surpris et émerveillé par ce qu'on a réussi à faire avec le conseil Indigo. Et vous savoir derrière votre écran ou derrière vos écouteurs en train de m'écouter, c'est un réel plaisir. Et j'espère que votre confiance ne me fait pas défaut. Parce que j'essaie vraiment de vous produire du contenu de qualité. En tout cas, il y a du travail à chaque fois derrière. Ne vous en doutez pas, en tout cas n'en doutez pas réellement. On a plusieurs sujets brûlants sur l'actualité. On va commencer doucement le podcast par un petit message aux auditeurs sur YouTube. Vous avez été nombreux, alors nombreux non, mais plusieurs m'ont signalé les pubs inhabituellement présentes sur le podcast 14 et 13 et 12, je crois. Sachez désormais, et ça je le dis même sur Spotify il n'y a pas de pub, donc n'hésitez pas à aller écouter sur Spotify. Je ne fais pas du tout ça pour l'argent, vous le savez, on fait à peine 500 vues par vidéo, donc tous les 3 mois j'ai 20 balles de Google qui tombent sur le compte, super. Donc clairement c'est pas pour l'argent. Donc j'ai supprimé toutes les publicités, en tout cas l'immense majorité, il doit y en avoir plus que 3 par podcast, histoire de dire, histoire que YouTube ne m'enlève pas non plus la monétisation. Parce que mine de rien, si demain je veux effectivement prendre un énorme tournant commercial incroyable avec des ouvertures de boosters à n'en plus finir à crier et à sauter sur le bureau, eh bien j'aurai besoin quand même de mon compte monétisé. Donc voilà, on est quand même obligé de laisser 3-4 pubs exprès. En tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, tous les podcasts, tous les podcasts seront avec minimum deux pubs. J'ai une ou deux pubs et maximum quatre pubs. Voilà, donc le but étant de vous permettre d'écouter ce contenu de la meilleure des façons, sans problème et sans interruption, parce que c'est extrêmement, extrêmement désagréable. On m'a fait le retour comme quoi mon son était de base plutôt tamisé, plutôt faible, et apparemment ça réveille ses grands morts quand la pub arrive. Donc je m'en excuse vraiment, encore une fois, désolé les amis. Donc le but c'est quand même de faire quelque chose dans un ton qui est uniforme, et le but c'est pas d'avoir des choses complètement olé olé avec des pubs qui vous assassinent les oreilles. Donc j'ai fait le tour de d'ailleurs j'ai fait le tour de quasiment toutes les vidéos de la chaîne pour avoir que 3 pubs partout. Voilà, une en début, une en milieu, une en fin. Globalement, vous avez capté. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc le but c'était un petit peu de faire ça. Donc je voulais vraiment vous en parler en préambule. Désolé encore une fois pour toutes ces pubs, désolé pour tout ça. On a remis tout d'équerre. Voilà, vraiment, faites-vous plaisir maintenant. Vous allez pouvoir écouter autant que vous souhaitez. Il n'y aura plus de soucis. Il n'y aura pas de publicités qui vont vous déranger outre mesure. En tout cas, dès que le podcast sera mis en ligne, je vais cutter toutes les pubs et je vais faire en sorte que YouTube continue de cutter toutes les pubs pour que ce
soit toujours dans cet ordre-là, une pub au début, milieu, fin, voilà, ou deux milieux et fin, voilà, exactement ce format-là. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir joué le jeu par rapport au devoir de la semaine précédente. Beaucoup de sujets à analyser. Il y a un sujet qui m'a été demandé d'être analysé qui sera fait en fait finalement euh, dans la partie numéro 2, la partie numéro 2 sur l'actualité française. Mais on va continuer tout de suite le podcast et on va démarrer avec la partie numéro 1, l'actualité Pokémon. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement vous parler de la petite annonce de Pokémon Company sur les Worlds au Japon. Donc enfin au Japon, les Worlds à Hawaï. J'ai hâte d'avoir l'annonce de Pokémon Company quant à la date. C'est quelque chose qui tombe toujours aux alentours du 27-28 février. Là, on est déjà le 12, donc j'ai hâte de savoir quand seront annoncés les Worlds à Hawaï, puisque cette année ils seront tenus à Hawaï. Et, euh, et c'est une activité qui pour moi est sous-représentée dans le paysage francophone. Personne ne sait euh, quand les Worlds seront. Peu de personnes s'y intéressent réellement, c'est surtout les joueurs. Et nous, en tant que collectionneurs, on est assez détachés de cette actualité-là. Alors forcément, il y a de gros collectionneurs, je pense notamment à Nasser, Mister Fuji, je pense notamment à Romain Chat et d'autres personnes qui se rendent régulièrement aux Worlds en général, mais l'autre immense majorité des personnes, alors c'est vrai qu'il y a aussi des boutiques, forcément j'avais oublié d'en parler, il y avait tous les copains qui y vont aussi, mais ce que je veux dire c'est que dans le paysage un petit peu francophone, c'est pas quelque chose dont on entend souvent parler. Et là, les Worlds, j'ai hâte d'avoir l'annonce pour avoir exactement les dates pour pouvoir réserver et on vous prépare peut-être. Alors là, je m'avance vraiment beaucoup, hein. Là, je m'avance vraiment beaucoup, mais on vous prépare peut-être une surprise avec le conseil Indigo concernant les Worlds, justement. Voilà, donc ça, c'est à prendre avec de grosses pincettes. C'est annoncé, voilà, en exclusivité sur le podcast Price Pokémon. On prend de grosses pincettes, les amis, mais on vous prépare peut-être quelque chose par rapport à ça. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette édition 2024 des Worlds seront assez intéressants pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sera du coup la deuxième année avec les bords gris qui sont arrivés avec Écarlate et Violette. La deuxième année avec 5 grands formats de compétition. D'habitude, c'était 4. Depuis l'année dernière, c'est 5 avec, si je dis pas de bêtises, Pokémon Unite. Donc ce sera encore une fois intéressant de voir si c'est maintenu et l'évolution, tout simplement, l'évolution du jeu, l'évolution du TCG, l'évolution de l'évolution de la méta aussi en ligne, l'évolution des combats, l'évolution des jeux de manière générale. Donc hâte de voir tout ça et hâte d'être sur place pour pouvoir tâter un peu la température, voir l'ambiance et voir comment tout ça se passe. Donc c'est vraiment une expérience unique aussi les Worlds. J'ai pu en parler un peu avec Nasser que je salue de Mister Fuji. Mister Fuji donc de Fuji Store à Paris là tout récemment. Je fais un coucou à l'équipe et c'est vrai que les Worlds c'est quand même quelque chose assez particulier. Je conseille à tout le monde un jour, toutes les personnes qui partagent cette un petit peu passion, que ce soit de la collection, que ce soit de Pokémon en général, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des séries, que ce soit de la culture geek Pokémon en général. Vraiment, je conseille à tout le monde d'y participer un jour. Très intéressant. Réellement, c'est un phénomène complètement à part entière. Et de par ma maigre et petite expérience, je vous assure que si on arrive à faire connaître ça un peu plus aux Français, ce serait vraiment juste incroyable. Voilà. En tout cas, petite actualité, un petit peu pas réellement confidentielle parce que ça reste une annonce en grande pompe, ça reste une annonce à travers laquelle peu de personnes peuvent passer, mais la décrypter et en parler avec le regard que je peux avoir depuis quelques temps sur la question, c'est vrai que je trouvais ça quand même intéressant parce qu'on est vraiment très proche de l'annonce des dates et vraiment si vous avez l'occasion de vous organiser, je sais c'est loin, c'est cher, après ça reste Pokémon, vous savez aussi comme moi qu'il y a certaines
certaines sommes pour lesquelles les cartes peuvent être échangées. Ça peut vous permettre, même si c'est dur de vous séparer de quelque chose, de réinvestir pour profiter pleinement et de manière physique de sa passion, pas uniquement de manière, en tout cas de manière immatérielle, sa passion, c'est-à-dire une idée qu'on se fait de sa carte, non vraiment de manière physique, un voyage, quelque chose de concret et des souvenirs pour longtemps. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. En tout cas, plein de beaux souvenirs pour l'année dernière au Japon. Là, sur l'actualité Pokémon mondiale, il y a peu de choses à se mettre sous la dent. Encore une fois, des petites annonces à droite à gauche de nouveaux Pokémon. Bon, pas la folie, en tout cas, pas très intéressant. Mais globalement, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose qui se passe assez bien. Donc, euh, donc, hâte de voir comment tout ça va se matérialiser là-bas sur place. Surtout que du coup, depuis quelques temps, ça n'avait plus lieu à Hawaï. Donc, hâte de voir comment ça s'organise là-bas, tout simplement. Il y a eu une grosse conférence d'ailleurs à Hawaï, en tout cas un gros événement aux États-Unis, Pokémon avec Mitsuo Arita qui s'y est rendu, une sorte de convention geek dont le nom m'échappe, mais effectivement à Hawaï il se passe quand même beaucoup de choses et c'est vrai que historiquement Pokémon a tenu énormément d'événements là-bas. L'événementiel prend une part importante quand même de la communication chez Pokémon. Et ce genre de gros événements et de beaux bâtiments qui s'apprêtent, qui permettent, et oui, qui s'apprêtent finalement à recevoir des grosses conventions, des gros rendez-vous internationaux, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant en termes d'industrie, hein. Grosse industrie, le tourisme d'affaires, tourisme de passion. Et c'est vrai que là, j'ai hâte de voir comment c'est sur place. Donc, on verra ça cet été. Les amis, on continue doucement avec la partie numéro 2, l'actualité Pokémon française. Et là, sur l'actualité Pokémon française, beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire. Ça va se structurer en plusieurs parties. La première, c'est les deux gros box breaks qui ont eu lieu ces 2 derniers jours, 3 derniers jours, 4 derniers jours. Enfin voilà, je sais, on est quoi aujourd'hui, dimanche. Donc il y a quand même eu un énorme live Poképol sur Vogue. Il y a eu un gros live aussi de la team Fujistore sur Whatnot. Donc de gros live avec des prix assez intéressants à relever. Les lourds qui ont été ouverts sur le live de Fujistore, donc sur la plateforme Whatnot. Les boosters lourds ont été ouverts, les boosters légers ont été gardés scellés si je ne m'abuse, et les boosters lourds en général ont eu un prix plutôt correct, mais pas de grosse folie, un prix de marché stable, donc voilà, stabilité sur ce live, très bien organisé avec un petit événement réel et auquel les gens pouvaient participer et s'inscrire. Malheureusement, n'étant pas sur Paris, j'ai pas pu y participer. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Mais en l'occurrence, petit événement qui a eu bien lieu, qui s'est bien passé. Chapeau à toute leur team pour l'organisation. Et j'en entends que du positif, donc très cool. Et de l'autre côté, on a eu un autre live sur la plateforme Vox, cette fois-ci, un live de Pokéball sur une display Jungle Edition 1 qui a également été box break. Là, à ce niveau-là, par contre, la plupart des boosters ont été vendus et les boosters sont partis entre 800 et 1000 euros d'après les 2-3 informations que j'ai pu recueillir sur le Discord et aussi des gens qui ont participé. Je suppose que la fourchette réelle c'est plutôt 600 1000, mais en tout cas très impressionnant parce que 600 ça me paraît cohérent, mais que des boosters Jungle édition 1 se vendent jusqu'à 1000 euros, là vraiment on est vraiment sur une énorme anomalie. Donc vous avez d'un côté quand même un prix de marché plutôt stable pour le set de base et sur Jungle Edition 1 une vraie anomalie, vraiment un prix de vente beaucoup trop élevé pour les objets et les items euh, en question. Donc assez intéressant à relever quand même. Est-ce que c'est une différence par rapport à l'orga? Est-ce que c'est une différence par rapport à la communication? On sait que ces deux plateformes se livrent bataille. Là on a vu le mercato avec, comme j'en vous en avais déjà parlé, euh, X7 Phenombal qui était quand même bien présent sur Vogt, Raikwa, donc Mathias, le frérot qui lui aussi est parti sur Whatnot. On a aujourd'hui Card Hunter, mon ami Thomas qui est parti sur Whatnot également.
Vogt qui conserve aussi beaucoup de têtes d'affiche. Donc c'est assez intéressant quand même de voir la bataille. En tout cas, je commente d'un point de vue 100% neutre et observateur, bien que streamant sur l'application Vogt, pour des raisons assez simples. C'est que j'étais à un moment donné déçu des services de la plateforme. À un moment donné, j'ai pu envisager effectivement certaines choses. Et puis finalement, en discutant un peu avec l'équipe, et puis aussi parce que on s'y sent bien et la facilité d'utilisation fait que j'ai décidé de continuer sur Voct. J'avais trouvé effectivement que les différentes options proposées, et pas que Whatnot, les différentes options qui existent pour streamer sont quand même assez compliquées. Je trouve que l'intermédiaire enfin en tout cas l'interface est très simple d'utilisation et de prise en main sur Voct. Et j'ai voulu continuer dans cette optique-là. Et je suis très très content aujourd'hui dans mon choix pour le moment. Donc voilà, un gros big up aussi à toutes les teams et à toutes les personnes qui essaient de monter ce genre d'application de live en chair. Je pense que c'est un travail monumental, on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc sans aucune animosité, aucune, je souhaite le meilleur à toutes et tous. Et pour le coup, en tant qu'observateur et commentateur complètement indépendant, complètement neutre, effectivement, je suis pour le moment toujours sur Voct. Voilà, en tout cas, deux box breaks très intéressants. Je trouvais ça intéressant de noter quand même la différence dans les prix. Alors, quelles sont les raisons profondes à cela? Comme je vous l'ai dit, complexe, complexe, complexe. J'aurais bien aimé voir les pics de spectateurs entre Whatnot et Vogt aussi pour voir la différence en termes d'audience. En tout cas, ce qui est certain, c'est que encore une fois, hein, sur Vogt, les prix ont été assez élevés et donc c'est assez intéressant à noter. Voilà. Deuxième actualité française, cette fois-ci on en a parlé dans le podcast numéro 14. Tenez-vous bien, il s'agit de la vente aux enchères qui s'est tenue chez Agut le jeudi, si je ne dis pas de bêtises, du coup jeudi 8, je crois, jeudi 8 février, quelque chose comme ça, concernant Display Aquapolis en japonais, Display 7 de base française, la grosse collection Neo Discovery Edition 1 dont on a pu déjà parler sur le podcast, et également un Dracofeu PCA 10, ancienne étiquette qui est partie aussi à un prix de folie. Je vous spoil un petit peu avant de parler de cette news. La vente aux enchères chez Agut, ça a été pour moi un réel étonnement, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant étonné. C'est parti à des prix de fou furieux. Quand je vous dis de fou furieux, c'est vraiment des prix de fou furieux. On a pu échanger avec Thomas d'ailleurs de Card Hunter à ce propos. Que ce soit la display japonaise, que ce soit le Dracofeu français PCA 10 ancienne étiquette, que ce soit la collection Neo Discovery Edition 1 sur laquelle je voulais me placer. Alors, j'étais prêt à mettre 25 000 euros pour être tout à fait franc avec vous. Pour moi, c'est ce que ça vaut, pas un centime de plus, donc frais inclus. Là, on est sur des échelles de prix qui sont hors du commun, qui sont hors normes. Alors, l'effet Agut, peut-être, pignon sur rue, belle maison de vente aux enchères, beaucoup, 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 beaucoup de battage médiatique, BFM, TF1, M6, énormément de supports, tout support, que ce soit papier, que ce soit numérique, que ce soit audiovisuel, que ce soit télévisuel, vraiment incroyable, une grosse, grosse, grosse communication. Je pense qu'il bénéficie aussi de leur aura, je pense qu'il bénéficie aussi d'une certaine clientèle d'investisseurs qui n'y connaît rien à Pokémon. Investisseurs, mes mots sont gentils, hein, je pense plutôt pigeon, mais ça c'est mon avis, ça me regarde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là pour le coup, on est sur des sommets. Euh, Malgré tout, malgré tout, malgré tout, malgré tout, si vous regardiez bien la vente au détail, on voit que ce phénomène de prix extrêmement élevé s'est produit sur des petits échantillons d'objets. Encore une fois, si vous regardez bien le détail, il y a eu de très très bonnes affaires sur pas mal de choses. Simplement, les grosses têtes d'affiche, elles, ont complètement cartonné et c'est ce phénomène-là que j'aimerais comprendre. Surtout qu'on a un commentaire, donc d'ailleurs, je remercie encore une fois vos commentaires qui sont très très pertinents avec beaucoup beaucoup de personnes qui ont parlé justement de la vente aux enchères. Par exemple, Salamensel qui parle des frais acheteurs qui sont de 30% et des frais vendeurs qui sont aux alentours entre 0 et 20%. 0% aux frais vendeurs, c'est très très rare, je préfère vous l'assurer.
J'ai bossé avec certaines maisons de vente aux enchères, c'est très 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 rare. Donc on est rarement sur du 0%, on est plutôt sur du 10-20%. Et là en l'occurrence, il se gave complet parce que la collection Neo Discovery Edition 1 est partie à 39 500 euros, tout frais compris, ce qui est hors du commun, ce qui est hallucinant, avec une série qui est incomplète, une série qui comporte beaucoup de défauts d'origine, des cartes qui ont été annoncées neuves, mais qui sont neuves en tout cas de manière partielle, c'est-à-dire que rien que les communes, peu communes et rares, effectivement, rien à dire, ça c'est des cartes qui sortent très très bien, qui sont vraiment neuves, simplement donner la définition de neuve pour des cartes avec beaucoup de défauts, et pas que d'origine. Attention, si c'était que d'origine, j'aurais dit que c'était neuf, mais beaucoup de personnes, beaucoup de collectionneurs chevronnés se sont rendus sur place, et beaucoup de collectionneurs ont remarqué beaucoup de défauts. Donc la dernière grosse vente de cet acabit, c'était une série Néo Révélation édition 1 qui est partie à 40 000 euros chez Collectoys, si je ne dis pas de bêtises. Cette série Néo Révélation, je peux comprendre pourquoi elle part à 40 000 euros. Elle était complète, française, neuve, comportant les deux secrètes, excusez-moi, donc comportant les deux secrètes, Léviator et Magikarp Brillant. Là, on est sur une série incomplète avec de l'anglais, avec Mentali qui est une énorme carte, Demolos qui est une carte moyenne, pas tiers inférieur, mais middle tiers. Mentali qui est top tiers. En anglais, Demolos en anglais, enfin je veux dire, ça vaut rien, quoi. C'est des cartes, ça vaut 100 euros, 200 euros. 200 euros pour Demolos et puis 300 euros à la limite pour Mentali si vraiment c'est neuf. Mais expliquer 40 000 euros à quelqu'un pour 15 holos, en plus avec des capoeiras qui sont dans des états remplis de micro-rayures, en tout cas d'origine sur l'holo, du dos un petit peu aussi rayé d'origine, plus les deux trois petits défauts supplémentaires qui s'ajoutent à ça, des défauts de découpe, forcément conservé sous classeur depuis longtemps, il peut y avoir un petit peu de clouding, un petit peu de saleté. Donc voilà, je veux dire, que ce soit des Kulbutoke, même si c'est extrêmement rare, des Yanma, des Tarpo, des Tartars, ce genre de cartes, malheureusement, sur le marché aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un qui vous les prend entre 1000 et 1500 euros pour des cartes estampillées neuves, hein, vraiment, je parle vraiment neuve, donc vraiment PSA 9, PCA 9. Si vous trouvez des gens qui vous achètent ça à 1500 euros, c'est déjà énorme, c'est très très compliqué à vendre. Donc vous faites 15 fois 1500 euros. En tout cas, chez moi, ça fait, j'exagère forcément un petit peu, puisque vous avez quand même dans le lot des belles cartes, comme Tyrannosif, Kabutops, Noctali, mais ça en fait 3 quoi. Kabutops, Tyrannosif, Noctali, ça fait 3 belles cartes pour un set qui en comporte 15. Donc ça fait 12 cartes à 15 000, à 1500 euros pièce. Et encore pareil, là vraiment je suis très sympa, ce qui fait 18 000 euros pour ces 12 cartes-là. Et je suis très très sympa, je suis très large, hein. Donc 18 000 euros pour ces 15 cartes un petit peu moyennes. Et puis après, vous avez les 3 plus grosses cartes qui peuvent se vendre. Allez, je suis optimiste. 15 000 pièces, 15 000 pièces, pardon, 5 000 pièces, ce qui fait en moyenne, hein, encore une fois, hein, parce que Kabutops, jamais de la vie, ça vaut 5 000, jamais de la vie. Donc Tyrannosif et Noctali, 5 000 pièces, allez, 5-6 000. Pareil, on fait une moyenne, ça fait 15 plus 18, ça fait 33. Vous avez un set qui fait maximum, et vraiment, je vous dis, il faut que ce soit 100% neuf, tout PSA neuf, sans aucune marge d'erreur. Les communes, si c'est du bonus, je parle de ça vraiment 100% dans le meilleur des mondes, avec en plus de ça, Mentali, des molosses qui sont même pas en français, donc vraiment, on est sur du 15 000 euros plus 18 000 euros, quoi. Et encore hors frais de gradation, hors frais de manière générale. Donc ça fait quand même 10 000 euros de moins globalement. C'est à la louche, hein. Ça fait 10 000 euros de moins que le prix de vente. Donc là, je trouve ça vraiment hors du commun. Pour la display Aquapolis japonais, c'est la même chose. La display, elle a fait un prix monumental. Le Dracofeu PCA 10 édition ancienne étiquette a fait un prix monumental. Alors qu'on sait très bien à quel point ça peut être compliqué lorsqu'on ne peut pas voir en détail l'ancienne étiquette entre les mains. Pareil pour la display set de base édition 1 qui a fait un très bon prix aussi. Après frais, pareil, c'est la folie, quoi. Donc une vente assez incroyable, je voulais en débriefer, je voulais en parler. Une vente assez incroyable, complètement hors système. Vraiment, là, on voit la puissance de ce monde dont je vous ai déjà parlé, ce monde un petit peu extérieur à Pokémon,
qui est présent, qui a du portefeuille, qui n'attend que ça, d'avoir un écosystème sain, stable, dans lequel investir, pour lequel ils ont envie de placer tout simplement des liquidités. Et le marché à l'heure actuelle, tel qu'il est de manière générale, ne le permet pas. Peut-être que la notoriété de ces maisons de vente aux enchères diverses et variées le permet. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Pokémon a de beaux jours devant lui. Et surtout, si on continue d'avoir ce travail de professionnalisation, si on continue d'avoir ce travail euh, d'uniformisation des process aussi, que ce soit à travers les échanges, que ce soit à travers les conventions, que ce soit à travers des séminaires, comme on essaie de le proposer avec le Conseil Indigo et autres, on va à terme avoir un écosystème réellement structuré, sain, dans lequel des gros portefeuilles pourront venir sereinement s'installer sans avoir peur de se faire scam. Et ça, c'est quand même très important. Donc je vous le dis, je vous répète, continuez à faire du bon travail, ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assise, n'essayez pas d'arnaquer les gens, il n'y a pas d'argent facile. Si vous voulez vraiment vous construire quelque chose de beau et de pérenne dans Pokémon, sachez une chose, il n'y aura jamais de chemin de raccourci, de chemin facile ou de raccourci. Le but, c'est de faire son travail correctement. Sur le long terme, on va réussir et j'en suis sûr, on va avoir un bel écosystème bien structuré avec des professionnels sérieux, fiables, qui vont donner envie aux gens d'investir. Et là, quand je parle aux gens d'investir, je parle vraiment aux personnes qui ont la capacité d'investir massivement. Pokémon, c'est une micro goutte dans le cosmos des investissements. Micro goutte, mais vraiment, vous n'avez pas idée à quel point c'est minuscule Pokémon. La moindre société un petit peu sympa en France, elle lève 1 milliard d'euros, hein. Alors aujourd'hui, oui, bien sûr, les VC, c'est plus que c'était. Bien sûr, l'écosystème startup, c'est pareil. Je parle pas, on n'est pas là pour soulever des débats. La question, c'est simplement de se dire qu'il y a d'énormes choses qui existent, d'énormes machines qui existent, et on est à des années-lumière de pouvoir se frotter à elles, ou en tout cas à des années-lumière de pouvoir leur donner envie d'investir dans Pokémon. Et si jamais on ne comprend pas que ce genre de choses existe et qu'il faut une professionnalisation sérieuse, stable, fiable, et là on comprendra jamais rien malheureusement, et on continuera de s'échanger des cartes euh, à 500 euros pardon, en pensant que c'est la folie, que c'est pomper up, qu'on fait de l'argent. Vous êtes tous et toutes, je pense, à des années-lumière de partager ma vision, même si certains la partagent, bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que A est vrai que A et B ne l'est pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire pour que Pokémon continue d'évoluer sur le bon chemin. En tout cas, très intéressant. D'un autre côté, on se retrouve avec des maisons de vente aux enchères qui, encore une fois, font des erreurs, hein. Agut a fait plein d'erreurs dans la vente, mais et puis il y a eu beaucoup de débats aussi sur l'expert, bref, anciennement directeur de MTG Grade, etc. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que on peut rigoler autant qu'on veut et pinailler sur les petits détails. Ça n'empêche que certaines choses ont fait les prix. Et même moi, j'avoue, j'avais budget quasiment illimité. J'aurais pu mettre les 40 pour la collection. Je ne l'ai pas fait parce que déjà, premièrement, je n'ai pas envie de surpayer. Deuxièmement, parce que j'ai pas envie d'engraisser la maison de vente aux enchères. Troisièmement, parce que je reste rationnel. Et puis, la chose à voir, c'est que, encore une fois, hein, il faut avouer quand on est dépassé. Là, on a plus ou moins tous été dépassés. Et en l'occurrence, on a vraiment pris. En tout cas, moi, j'ai pris une claque en termes de capital et de personnes disposant de ce capital à investir dans Pokémon. Je ne sais pas qui a eu cette collection, je ne sais pas si c'est un professionnel du milieu ou si c'est quelqu'un de complètement extérieur. Je miserai quand même sur la personne complètement extérieure. Ça, c'est mon avis, ça me regarde. On verra où ça finit par sortir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut faire encore beaucoup mieux et c'est tout le propos sous-jacent que j'essaie de mettre en exergue aujourd'hui. Voilà. Troisième actualité, cette fois-ci, on va rigoler un petit peu. Troisième actualité du Pokémon FR. Allez voir sur Interenchères la vente aux enchères, cette fois-ci, qui va avoir lieu bientôt à Caen. J'ai pas envie de dire de bêtises, Caen, la ville. Allez voir avec des descriptions magnifiques, des Dracofeu 330 PV, quelques rayures, avec petit intercalaire plastique magnifique à mourir de rire. Donc ça fait toujours plaisir. J'avais oublié que c'était encore faisable, c'était encore possible d'avoir ce genre de vente aux enchères. Là vraiment ça frise le ridicule. Donc on a quand même deux poids deux mesures, hein. Voilà, j'oublie, faut pas oublier non plus de rappeler ça. Mais voilà, on peut bien rigoler. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Interenchères la petite vente aux enchères qui va avoir lieu bientôt. Donc comme je vous ai dit, avec des Dracofeu édition 1 français Shadowless.
pas si vous étiez au courant. Bien sûr, ça n'existe pas. Mais en tout cas, très 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 marrant. Donc vraiment, même dans les maisons de vente aux enchères, je vous dis, on n'a pas fini de devoir professionnaliser le métier d'avoir des process communs, d'avoir une structure, d'avoir plein de choses. Je vous dis, on est à des années-lumière. On est vraiment dans une révolution. On défriche à peine, on gratte à peine la terre là. On est à peine, on a notre bâton là, on est à quatre pattes. On est nu, on a une feuille d'olivier qui cache les parties intimes. Et puis on a un bâton et on gratte le sol là encore. On est encore, vraiment, je vous assure, on a des années-lumière d'avoir vraiment un domaine bien cadré et un secteur bien professionnalisé. Je vous rappelle quand même que, par exemple, les différentes industries que j'ai pu évoquer, le tourisme d'affaires, la finance, les startups, les VC, la législation, enfin le monde tech, financier, institutionnel, hein, on va l'appeler comme ça, institutionnel en général. Je sais que ça fait peur à beaucoup, je sais que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ces mots-là, on est dans Pokémon, blablabla, c'est une passion, bien sûr. Mais si si vous voulez continuer de vous faire arnaquer par n'importe quelle boutique en ligne, ou si vous avez envie de continuer de vous faire arnaquer par n'importe quelle maison de vente aux enchères, eh bien, à un moment donné, il va quand même falloir passer les étapes sérieuses. Et personnellement, j'ai plutôt envie de le faire. Voilà. Donc, en tout cas, de belles actualités pour le marché français. Très sympa. On va pas aborder le gala TCG, on l'a déjà fait. Je suis pas certain d'avoir un stand, c'est en discussion, voilà. Donc pour rien vous cacher, je suis un peu dans l'expectative. Je serai sur place, je serai présent. Je donnerai sûrement un coup de main à mon ami Curious Pop si jamais je n'arrive pas à avoir de stand. Donc comme l'année dernière, je ne vendrai rien sur son stand, mais je lui donnerai un coup de main par tout simplement amitié et parce que bah, il faut aider les amis. Et je pense que quand on a ce genre d'événements annuels et qu'on est un peu dépassé parce qu'on est seul et qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, bah, je trouve que c'est cool quand même de donner un coup de main. Donc si jamais j'ai pas de stand, c'est ce que je ferai. Donc vous pourrez quand même me voir. Et quoi qu'il arrive, même si je n'ai pas de stand et si je ne peux pas aider sans une autorisation mon ami Curious Pop, et ben à ce moment-là, ce que je ferai, c'est tout simplement, bon, il n'y a pas de raison, voilà, ça va être super sympa, comme à chaque fois, ça va être vraiment génial. Le but, c'est de vraiment passer un super moment, de vous rencontrer, de discuter, d'échanger. Et donc, voilà, vous me retrouverez sans aucun souci, soit sur un stand qui m'appartiendra, soit sur le stand de mon ami. Et puis, je voulais vous en parler parce que, bah, du coup, j'attends encore un retour par rapport à mon stand. Donc, on verra ça très bientôt. On pourra on pourra en faire d'autres épisodes hein, sur le sujet. C'est pas encore maintenant que ça va arriver. Donc, c'était quand même pour vous prévenir. Je sais que vous êtes nombreux à me demander, je ne pourrais pas, enfin là, à me dire, je ne pourrais pas être au gala, vacances, etc. Pour ma part, je ne sais pas encore si je vais au gala TCG, Maxillaire 57, tac, 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 Rémi Zérol, etc. Donc, on verra bien, on se verra. Et puis, la communauté Price sera présente, donc pour soutenir l'événement, toujours dans la bienveillance et dans la positivité, l'attitude qu'on essaie d'avoir pour soutenir l'événement. Donc, ce sera un moment super cool, donc hâte d'y participer quoi qu'il arrive. Et on va passer doucement du coup, puisqu'on a passé l'actualité française, on va passer à la rubrique numéro 3, l'échange, l'analyse du sujet des auditeurs. Alors aujourd'hui, vous avez été nombreux du coup à vouloir que je parle de la maison de vente aux enchères, euh, mais simplement, j'ai trouvé que plusieurs personnes ont eu des points de vue assez intéressants sur une question à poser. Je pense notamment à Maxillaire. J'aurais voulu que tu fasses un bilan sur le premier tiers du bloc EV et le comparer au bloc EB. Pour ma part, je le trouve bon avec des bons taux de drop, ainsi des très jolies cartes, AR, Alt, même les communes. Comparativement à la même période, on avait voix du maître sur EB. Donc pour ma part, je ne sais pas encore si je vais au chez bonne continuation. À toi, merci Maxillaire. On a Soda qui nous dit super podcast comme d'hab, etc., etc. Je regarderai les commentaires pour la rubrique numéro 4. En tout cas, là, vous êtes plusieurs à me parler surtout de la comparaison entre les différentes plateformes de vente. Je pense que ça peut être intéressant d'aborder ça aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va aborder. J'ai déjà, en l'occurrence, parlé de Whatnot, de Voct, des différentes plateformes de live en chair. Je trouve qu'il y a à boire et à manger, il y a forcément aussi l'application avec il y a Shiny, il y a Blister, il y a pas mal d'applications, donc il y a à boire et à manger. Vous pouvez vraiment trouver une super communauté sur Blister, vous pouvez trouver une super communauté sur Voct, vous pouvez trouver une communauté sur Whatnot. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé ça intéressant avec Salamencel et Rémi Serol qui parlent un petit peu près de la même chose, que ce soit
les différentes manières de vendre à l'heure actuelle, lesquelles sont à privilégier, comment fonctionnent les ventes avec les grosses cartes. Là, Rémi Zerol qui nous dit salut Price. Pour la prochaine vidéo, peux-tu aborder les différents moyens et plateformes de vente achat les plus intéressantes, sécurisées et rentables en fonction de ce qu'on achète, revend, lot, gros item, grosses cartes récents, anciens. Salamensel qui me dit pas pu assister au live d'hier malheureusement. J'espère que tu en as été satisfait. Je suppose que tu parles du live noir et blanc. Petite question, comment trouves-tu les live Vogt pour les ventes de cartes d'exception? Donc voilà, on a vraiment des questions qui rejoignent un peu ça. Est-ce vraiment une bonne idée où le public reste faible par rapport au marché que tu peux toucher via Instagram ou eBay? As-tu l'impression que Vogt met également assez en avant ce genre de live? La concurrence des autres lives, sans compter Whatnot notamment, n'est-elle pas trop grosse? J'ai même déjà vu plusieurs shows premiers sur du vintage en même temps. N'as-tu pas l'impression de brader de très belles cartes assez régulièrement qui reste dans cet état en quantité très faible et ça ne te fait pas mal quand tu vois la vente de boosters en loose vintage du box qui part des prix délirants alors que l'effort à fournir est bien moindre. Donc Salamensel, ta deuxième partie, on l'a déjà débriefé sur la vente Agut et donc Rémi Zerol et Salamensel, je vais répondre à votre question. Dans la partie numéro 3, l'analyse de la question des auditeurs. La première chose que je voulais souligner avec ce que dit Salamensel et Rémi Zerol, c'est cette notion de gros items. La notion de gros item, elle est un petit peu particulière parce que je pense que chaque collectionneur à sa mesure ne la définit pas de la même façon. Un collectionneur pour qui achète souvent des cartes à 10 euros, 20 euros, pour qui une carte à 200 euros est un gros achat, par exemple 200 euros c'est un gros item. Un collectionneur un petit peu intermédiaire qui lui va acheter régulièrement des cartes à 200, 300 euros, pour lui un gros achat ce sera une carte aux alentours de 1000 euros. Un collectionneur un petit peu plus avancé qui va acheter régulièrement des cartes aux alentours de 500, 600, plein de cartes à 200, beaucoup de cartes à 30, 40, 50, etc. Et de temps en temps des énormes cartes à 5, 6 000 euros. Ça, c'est vraiment un collectionneur avancé. Lui, un gros item, ce sera une carte, un top tiers français. Donc, dans les plus belles cartes françaises qui peuvent exister en circulation, il en achète 2-3 par an et dépense 5-6 000 euros dans les gros items. Donc, voilà, la notion de gros item, elle est assez subjective. Donc, je ne sais pas là où vous placez le curseur. Moi, là où je place le curseur, ce sera sur la partie 5-6 000 euros. Voilà, ça c'est ma partie à moi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la partie de tout le monde. On va me considérer entre guillemets comme un collectionneur plutôt avancé. C'est vrai que j'achète souvent des cartes aux alentours de 1000, 2000 euros. La dernière en date, c'était un Entei Star par exemple. Donc, c'est des achats que je fais régulièrement. Et souvent, je sors des 5 chiffres pour des rachats de collection ou en général pour des gros lots. Voilà, pas forcément que des rachats de collection, mais des achats en lot en général. Voilà. Donc, pour vendre des gros items, je pense honnêtement qu'aucune plateforme de vente ne sera à la hauteur de ce qu'on pourrait appeler le réseau de collectionneurs. Voilà. Je pense qu'aucune plateforme de vente ne rivalise avec l'écosystème, le maillage social de l'écosystème Pokémon. C'est-à-dire que les plus gros items partent chez les personnes qui se côtoient entre elles. On ne va pas vous faire de dessin, les plus grosses boutiques, les plus grosses personnes. Donc, sans vouloir faire de peine à aucune des plus grosses plateformes d'enchères, de visibilité sur Internet, de live enchères, de ce que vous voulez, malheureusement, les gros items tels que je les entends personnellement ne valent pas la peine en général d'être passés, en général, attention, hein, en général d'être passés sur qu'importe la plateforme d'ailleurs, hein, encore une fois, hein, qu'importe la méthode de vente. La meilleure méthode de vente pour ça, c'est tout simplement de se faire un réseau, d'être entre guillemets reconnu, fiable par ses pairs et pouvoir vendre ses cartes à des pairs également, tout simplement. Pour le collectionneur un petit peu intermédiaire qui lui va régulièrement vendre, acheter des cartes entre 200 et 1000 euros comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Là, je trouve tout de suite que Instagram, je parlais tout à l'heure de visibilité en ligne, donc Instagram, Le Bon Coin, eBay. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans l'optique d'arnaquer, hein, attention, parce qu'on pourra aussi en faire tout un débat, mais si vous êtes fiable, reconnu, sérieux, blablabla. Donc Instagram, eBay, Le Bon Coin, je vais en citer plein, Blister, Vogt, Whatnot. Le but étant à chaque fois d'être complètement indépendant et en tout cas neutre dans le débat. Je pense que c'est possible de se faire un trou
Je pense que c'est tout à fait possible de se faire un trou, de faire des beaux lives, de travailler sur la communication, de travailler sur oui, la communication, comme je le disais, de faire les choses bien en amont, d'acheter ou de revendre. On peut faire des bonnes affaires. Par exemple, je pense à mon live noir et blanc, Salamencel, donc tu as pu y faire référence. Typiquement, sur mon live noir et blanc, j'ai trouvé que les cartes sont globalement parties à des vrais prix, vraiment très proches de la cote. Donc, je vous le rappelle, sur la plateforme Voct, ça s'est très très bien passé. Les prix ont été corrects dans l'ensemble. Certaines cartes n'ont pas fait les prix, mais ça c'est statistique, hein, c'est une courbe, c'est une loi normale. On ne peut pas avoir non plus, même si à un moment donné on a eu un pic à quasi 200 personnes, 200-250 personnes, on ne peut pas intéresser 3-4 personnes avec un budget de 200 euros en même temps, c'est rare, parce que le mode d'enchère, lui, eh ben, les enchères, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut que quelqu'un surenchérisse pour que la carte fasse un prix. Donc, globalement, ça s'est plutôt vendu au prix, justement. Mais ça a quand même cet effet, même si on vend 10% moins cher, ça a quand même cette puissance de pouvoir vendre la totalité d'un coup. Voilà. La communication a été bien faite. Vogt me met de temps en temps en avant pour ce genre de live, donc c'est quand même sympa. Je trouve que ce genre de live n'est pas assez mis en avant. Je reste d'accord avec toi, Salah Mensel. Ce serait bien de mettre encore plus en avant les gens qui ont vraiment des cartes vintage d'exception, parce qu'effectivement du box break ou autre, ou les cartes vintage un petit peu japonaises, ou des choses vraiment très très simples à trouver, non gradées, en TBE, bon état TBE, ça, vraiment, ça reste frustrant dans le sens où eh bien, chacun a le droit d'avoir sa préférence, chacun a le droit de liver, etc. Il ne faut pas non plus que ça devienne déséquilibré, qu'il y ait trop de favoritisme, comme à un moment donné, il y a pu avoir les problèmes avec Mimimi, hein, vous le savez. Mais à un moment donné, voilà, c'est quand même possible, je pense, eh bien, d'avoir des beaux lives vintage bien mis en avant, et le live noir et blanc en est un exemple. Maintenant, entre les deux, j'ai fait un live platine qui a été lui aussi bien marketé, sur lequel j'ai fait une belle communication personnelle cette fois-ci. Vogt n'a pas mis en avant outre mesure, mais quand même, on était à 80 viewers en moyenne. Les cartes ont fait quand même 20-25% moins cher. Là, par contre, là, effectivement, ça a un impact. Mais encore une fois, ça a cette puissance de, entre guillemets, de pouvoir vous permettre de vendre en one shot une grosse partie d'un stock que vous jugez nécessaire à vendre. Enfin voilà. Les autres bonnes plateformes qui permettent aussi de se faire son réseau, de pouvoir vendre correctement, de pouvoir attendre en tout cas une partie des ventes sur un stock, en photo ou autre, ben, eh bien aujourd'hui c'est Instagram, mine de rien. Instagram, c'est pas du tout une plateforme de vente, mais je vois de plus en plus de transactions se réaliser via Instagram, donc c'est très intéressant. Et puis deuxièmement, en tant que particulier, vous avez Vinted. Franchement, moi Vinted vraiment, j'en parle même pas parce que en tant que vendeur, j'en parle même pas parce que je trouve ça très très peu intéressant pour différentes raisons. Si vous voulez en savoir plus, vous mettez un commentaire dans la rubrique numéro 4, je vous dirai de commenter à ce moment-là, vous pouvez déjà le faire, hein. Bref, Vinted pour moi, en tant que vendeur, c'est pas un bon plan. En tant qu'acheteur, par contre, c'est pas mal. eBay, en tant que vendeur particulier, c'est très très bien. En tant que pro, c'est bien aussi. En tant qu'acheteur, c'est génial. Voilà, eBay, c'est pour moi la plateforme la plus sécurisée. En tant qu'acheteur, vous serez tout le temps remboursé s'il y a le moindre problème, etc. J'ai l'impression que ça se démocratise aussi sur les plateformes de live enchères. Voilà, sur Vogt, sur Whatnot. Alors j'achète très rarement, voire jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se développe. Donc là, demain, vous avez un problème. Voilà, ça se passe bien mieux qu'à une certaine époque où vous étiez pas livré, et vous faisiez effectivement rembourser, mais quid de l'interdiction, quid du ban du vendeur en l'occurrence. Sur eBay, par contre, voilà, il y a tout ce cadre qui est fait depuis des années. Là, je parle vraiment de manière totalement objective. On fait un peu les pour et les contre. Donc j'en étais où je suis ma petite note, tac tac tac. Oui, donc on parlait aussi de Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, pareil, c'est pour acheter cette fois-ci. Donc je réponds surtout à la question de Rémi Zérol là du coup. Pour acheter, Le Bon Coin, Vinted, eBay, Vogt, tout ça c'est très très bien. Whatnot, tout ça c'est très très. En fait, partout c'est bien globalement pour acheter. Si vous êtes un peu novice, si vous avez peur de vous faire arnaquer, toutes ces plateformes récurrentes sécurisent, ça marche très bien, vous serez remboursé s'il y a le moindre problème, vous inquiétez pas, vous pouvez acheter en toute sérénité, donc ça c'est vraiment très très bien. Maintenant, on parle d'Instagram. Sur Instagram, les groupes Facebook, etc., comme c'est de gré à gré, particulier à particulier, pas d'intermédiaire,
il y a beaucoup de soucis. Donc faites très attention en tant qu'acheteur. Par contre, je répète pas le préambule, je répète pas les prérequis, l'intitulé, l'énoncé de départ. L'énoncé de départ, c'est vous êtes vendeur, sérieux, fiable, reconnu, blablabla. Instagram, Facebook, très bien. Voilà. Vous êtes reconnu, blablabla, Whatnot, Vogt, Blister, Le Bon Coin, Vinted, qu'importe, vous pouvez vendre où vous voulez. Il y a Katawiki, enfin bref, il y a des centaines différentes de plateformes, de manières différentes de vendre, ça, il n'y a aucun problème. Simplement, je vous laisse étudier les conditions générales de vente de chacune de ces plateformes. Je ne vais pas le faire pour vous. Vous pourrez regarder les pourcentages, les commissions. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres souvent sur différentes plateformes. Voilà, 0% frais, 0% frais vendeur quand vous êtes particulier, tatati, tatata. Faites juste attention, encore une fois, à ne pas dépasser la législation parce que ça peut vous amener des problèmes. Notamment la nouvelle législation là, de 3 000 € en tant que particulier. Ça va très vite, donc encore une fois, tenez vos comptes, ça peut aller très très vite, faites attention. Voilà. Donc un petit peu le sentiment global que j'aurais à donner à ce sujet-là, c'est que euh, vous pouvez vendre facilement, si vous êtes fiable, reconnu, etc., sur Insta, Discord, Facebook, sur les groupes communautaires. Très facile, très simple, vous n'avez pas de frais, c'est de particulier à particulier, ça se passe très bien. Demain, vous êtes vendeur un petit peu plus professionnel. Je conseille quand même les plateformes de live enchères qui sont très bien. Et je conseille aussi eBay qui est très bien. Voilà. Il y a différentes plateformes qui sont quand même un petit peu au-dessus. Hein. Je vais pas en prendre position pour une plus que l'autre, mais vous avez quand même 4-5 acteurs qui sont très très bien. À vous de choisir celui sur lequel vous vous sentez le mieux, peut-être celui sur lequel vous avez le plus d'affinité. Aussi, ça joue, hein, mine de rien, parce que les commissions aujourd'hui ont tendance à se resserrer tellement, c'est tellement kiff-kiff. On est un petit peu moins cher sur les lives d'appli en cher, ce qui est pas trop mal. Mais voilà, donc les commissions sont tellement kiff-kiff que de toute façon aujourd'hui ça change très peu de choses en tant que vendeur, mais c'est important d'optimiser. Donc parfois passer par Instagram, pour les gros objets, parfois les laisser très longtemps, 1 an, 6 mois, avec un gros prix de départ sur différents sites sur lesquels vous pouvez lister dans une boutique, vous listez un gros prix de départ pour une grosse carte pour pas vous faire braquer. Vous vous faites contacter, vous échangez avec un potentiel acheteur. Et voilà, donc c'est tout à fait possible aussi. Et puis pour les petites cartes, pour un collectionneur débutant, un collectionneur un petit peu qui commence à vraiment se mettre dans Pokémon, qui achète 10, 20, des gros items, ce serait 100 €, ben, c'est très bien d'aller sur Vogue, il y a de très très belles affaires à faire. Sur toutes les plateformes de vente en enchère live, il y a de belles affaires à faire parce que, encore une fois, c'est du live, c'est de l'enchère. Donc il n'y a pas forcément tout le temps une grosse bagarre, de moins en moins hein, d'ailleurs, hein, on le voit hein, quand il n'y a plus des gros comme à l'époque, encore une fois, Mimimi, mais c'était une exception, c'était un problème dans le marché si vous voulez. Donc voilà, il y a possibilité de faire de belles affaires hein, partout, hein, vraiment, comme j'ai déjà pu l'évoquer dans d'autres podcasts. Donc très intéressant à débriefer. Et puis Poképic, je t'oublie pas, j'oublie pas ta question, Poképic d'ailleurs tu me dis pas de gala non plus, a priori, ok, bon bah écoute, au plaisir en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que du coup tu me parles Poképic, du coup je termine avec toi sur la rubrique numéro 3. Le scalping, l'investissement japonais, la hype des escouades, Beckett en paire de vitesse, le succès Rise, l'avenir de la collection, des cartes virtuelles, etc., 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 avec Altered, DBZ Fusion World. Voilà. Bon, ça sera l'objet du. Il y a beaucoup de sujets. Très rapidement, le scalping, il y en a de moins en moins parce que tout simplement, bah, Pokémon Company a de plus en plus de mal à écouler, moins de hype. L'investissement japonais, c'est une chose qui fonctionne bien. Attention aux boosters en loose au Japon. Voilà, il y a des choses qui se passent et c'est pas forcément toujours très glorieux. La hype des escouades, bon, bah ça, c'est comme tout, ça va monter, ça va finir par redescendre. Beckett en paire de vitesse, je ne suis pas d'accord. Le succès Rise, très bon, très beau, très bel esthétisme, Rise vraiment. C'est un jeu, ils se battent pour qu'il soit développé sur le côté TCG, mais l'esthétisme est tellement beau que voilà, je connais très bien le commercial français, qui est le numéro 2 du fondateur François, souvent en relation avec eux. Je me permets de leur donner deux trois orientations de temps en temps. Moi, je trouve que c'est parfait pour collectionner, Rise. L'avenir de la collection des cartes virtuelles, etc., je suis pas sûr, je ne sais pas. En tout cas, à voir. Ça, je ne peux pas me prononcer sur la question. Chris Guiri, le jeu Palworld a eu au moins le mérite de mettre un gros coup de pied avec Écarlate et Violette, où il faut être honnête, il est vraiment pas terrible. Ouais. Sans parler du côté graphisme, mais le jeu n'a aucun rythme, les personnes n'ont aucun flow et il n'a rien de difficile. Ouais, ok. Et que ça remettra un coup de pression à Game Freak. Donc Chris Guiri qui a fait un retour sur Palworld. Donc très intéressant à lire.
Voilà, en tout cas les amis, on est déjà à 50 minutes de podcast. Je vous propose de passer à la rubrique numéro 4, la question aux auditeurs. Cette semaine, la rubrique pour les auditeurs, cette semaine j'ai envie que vous répondiez à ma petite interrogation que j'ai pu avoir, hein. Si vous voulez d'ailleurs en apprendre plus, pourquoi est-ce que je trouve que Vinted pour vendre c'est pas top, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire un retour sur tous les sujets qu'on a pu aborder. La team Spotify, bon, bah, la Steam Spotify, on a 200 écouteurs hebdomadaires toujours au fond du trou là. Ce serait peut-être intéressant de vous réveiller les amis, même si j'ai Maxillaire qui me dit j'écoute sur jour sur Spotify et je préfère commenter sur YouTube. Bon, Maxillaire, tu sauves un peu l'honneur de la team Spotify, mais t'es bien le seul. Voilà, donc devoir de la semaine, encore une fois. N'hésitez pas à laisser un commentaire très important. Posez-moi donc la question pour la semaine prochaine que je puisse l'aborder dans la rubrique numéro 4. Je m'embrouille. Rubrique numéro 3, très important, que je puisse de nouveau débriefer un sujet et que j'en parle de manière assez intéressante. Et puis, on va tout simplement garder plein de petits sujets sous le coude. Dites-moi si les Worlds, c'est quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi si effectivement vous avez été surpris par la vente aux enchères. Dites-moi si vous avez participé aux différents box breaks. J'ai envie de connaître les prix, plus en détail, si vous étiez vraiment là. Même peut-être si vous avez acheté un retour d'expérience, ça serait vraiment génial. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, les amis, moi, je vais pas faire une grosse partie numéro 4. Je vais pas m'épancher, je vais pas vous relire. Vous avez été nombreux et surtout nombreux à commenter pour une belle question dans la rubrique numéro 3. Donc ça, c'est cool. Je me joins à vous et je vous redemande encore une fois, s'il vous plaît, de me poser de belles questions la semaine prochaine pour la rubrique numéro 3. En attendant, portez-vous tous très bien. Petit teasing pour la vidéo de promotion du concert Indigo qui va bientôt sortir. Dinguerie, vous allez voir, c'est incroyable. En attendant, rejoignez le Discord. N'hésitez pas à joindre la boutique Vogt aussi, du coup, tant qu'on y est, puisque je vais faire un beau live très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt pour le prochain podcast, les amis. Ciao, ciao, c'était Price.